Erwan Deves, bonjour. Bonjour. Merci de participer à ces rencontres du tourisme de Bretagne et de nous présenter cette conférence où vous êtes tout seul sur comment les neurosciences vont-elles réinventer le tourisme. Alors, en cours de cette heure, vous allez nous expliquer comment fonctionne notre cerveau et quel peut être l'impact des neurosciences sur l'activité touristique. Voilà. Avec un focus tout particulier sur les sens, puisque c'est eux qui vont conduire à l'apparition d'une émotion positive, ce que j'ai retenu, et donc une expérience, un souvenir inoubliable et qui donnera envie aux clients, aux touristes de revenir en vacances sur un territoire. Les neurosciences peuvent ainsi participer à la compréhension des clients et à leurs attentes touristiques. Ça vous va comme introduction ? Très bien, Ok. c'est parfait. Bah, écoutez, merci et je vous laisse discourir pendant 1 heure. Merci. On se retrouve pour les questions-réponses tout à l'heure. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et encore plus dans ces rencontres évidemment du tourisme en Bretagne. Comme mon prénom l'indique évidemment, je viens de pas très loin, un tout petit peu plus au nord sur la côte. Donc aujourd'hui on va parler, en fait on va faire le lien entre les neurosciences d'un côté et le tourisme. Alors probablement certains d'entre vous se sont dit mais tiens, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Les neurosciences vont réinventer le tourisme maintenant, ça y est, à toutes les sauces, les neurosciences sont toujours employées. Alors, en fait, le lien, il est tout à fait direct. Parce que quand on travaille sur la connaissance du cerveau, et Dieu sait si, en ce moment, on apprend beaucoup, on commence enfin à comprendre, en fait, comment fonctionne le cerveau. Quand on travaille sur le fonctionnement du cerveau, eh bien, on travaille sur les émotions, évidemment. On travaille sur la mémoire, sur la formation des souvenirs. On travaille aussi sur la décision. Qu'est-ce qui fait que vous allez aller à tel endroit, à tel moment ? Donc, tous ces éléments d'analyse sur lesquels on progresse, sur lesquels on commence à se dire « Ah, ok, le cerveau fonctionne comme ça », eh bien, il faut que votre industrie, il faut que les acteurs du tourisme s'en emparent. Au même titre que les autres secteurs d'activité, au même titre que l'éducation, au même titre qu'un grand nombre d'activités. On commence à comprendre comment fonctionne le cerveau, eh bien, profitons de cette connaissance. Et immédiatement, pour commencer, je voudrais mettre un petit bémol par rapport à tout cela. Les neurosciences sont à la mode en ce moment. On parle beaucoup des neurosciences depuis plusieurs années. Et évidemment, l'erreur absolue, ce serait de dire, bon, bah, allez, mesdames et messieurs, maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne le cerveau et je vais vous donner un cahier de recettes et je vais vous expliquer comment réinventer votre métier. Évidemment que ce n'est pas comme ça. Évidemment que cette démarche d'introduire cette connaissance du cerveau dans vos métiers, eh bien, c'est de la co-construction. C'est de la co-construction entre différentes disciplines. Alors, l'interdisciplinarité, on n'est pas très fort en France là-dessus. On aime bien être en silo, on aime bien travailler chacun dans son coin. Mais aujourd'hui, la complexité du monde, alors évidemment, tout le monde a le Covid en tête depuis 1 an, mais de grâce, ne résumons pas tout au Covid. La complexité du monde fait que nous devons aller vers cette nouvelle connaissance. Et on va le voir, c'est passionnant. C'est absolument passionnant de connaître son cerveau. Alors, aujourd'hui, je vais intervenir à plusieurs titres. Je vais intervenir évidemment en tant que neuro, donc par rapport à ma connaissance sur le fonctionnement du cerveau. Pour la petite histoire, il y a 10 ans, j'ai eu une lésion au cerveau. Donc, tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est évidemment 10 ans d'un travail acharné et passionné, 7 jours sur 7, mais c'est aussi ce que j'ai expérimenté dans ma chair pour me remettre debout et pour être en face de vous aujourd'hui. Ma deuxième expérience, qui peut-être va être utile aujourd'hui, c'est que pendant une première partie de ma vie, j'ai travaillé 10 ans en fait, pour le Comité international de la Croix-Rouge dans les pays en guerre. C'était une expérience un petit peu particulière. J'ai sillonné le monde, d'Afghanistan à l'Afrique, d'Afrique à l'Europe, à Sarajevo, etc., etc. J'ai sillonné le monde pour essayer de contribuer positivement aux situations dans lesquelles je me trouvais sur un plan humanitaire. Et cette expérience, sur tous les continents, pendant des années, elle m'a beaucoup appris. Elle m'a beaucoup fait réfléchir sur notre comportement à nous, en tant qu'Occidentaux, dans des pays en difficulté. Elle m'a fait aussi beaucoup réfléchir sur toutes ces questions d'interculturel qui sont
évidemment extrêmement présente aujourd'hui. Et donc, je vais aussi aujourd'hui intervenir à ce titre-là, parce que c'était une expérience très structurante de mon parcours. Et je crois aujourd'hui que, et c'est mon souhait le plus fort, je suis intimement convaincu qu'on va devoir transformer le tourisme en allant vers le qualitatif, c'est-à-dire en allant vers l'échange, le partage, le respect, en allant vers la connaissance. Pour faire court, je pense que nous allons passer d'un système très quantitatif, un peu, voilà, on déverse des flots de touristes dans certains pays, à quelque chose de beaucoup plus travaillé, de beaucoup plus pertinent, de beaucoup plus précis en termes de conception d'offres. Et là, le cerveau a énormément à nous dire. Donc, nous allons voir aujourd'hui ensemble comment, en fait, comment on peut utiliser cette connaissance, et on va essayer d'être très concret. On va essayer d'être le plus concret possible, parce que je ne suis pas là pour donner un cours de neurosciences. Par contre, je suis là pour essayer de vous convaincre de l'intérêt de prendre cette connaissance disponible pour transformer vos métiers. Alors, transformation vertigineuse du monde, je n'ai pas besoin de rester 3 minutes sur cette slide. Nous sommes face à des défis absolument colossaux, et encore une fois qui datent de bien avant le Covid. Évidemment, le Covid rajoute une couche de complexité, mais là j'ai mis des mots-clés, j'aurais pu en mettre 32 plus, entre les enjeux climatiques, environnementaux, géopolitiques, démographiques, sociaux, etc., sanitaires, évidemment. Donc, nous nous trouvons face à une transformation vertigineuse. Donc, nos cerveaux, évidemment, se retrouvent dans une situation très particulière, un peu dans les cordes. Donc, comment on se met maintenant en ordre de bataille pour affronter cette complexité? Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est l'âge d'or de la recherche. Donc, c'est absolument passionnant de travailler les neurosciences en 2021. Nous allons apprendre énormément du fonctionnement du cerveau. Nous allons avancer aussi sur un certain nombre de maladies. Je pense évidemment en tout premier lieu aux maladies neurodégénératives. Il serait évidemment bien peu prudent de donner un calendrier. Évidemment, personne ne le maîtrise, mais on sait qu'à échéance de quelques années, de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, les grands drames qui nous frappent aujourd'hui en termes de maladies neurodégénératives trouveront, en tout cas pour partie, des solutions. Donc c'est absolument exaltant, c'est enthousiasmant, et dans un monde, évidemment, et je le comprends, qui est compliqué aujourd'hui, qui est parfois un monde de la défiance, un monde qui est difficile, où on a un peu une tendance naturelle à se replier sur soi, eh bien les neurosciences peuvent nous apporter un ballon d'oxygène, en tout cas une somme de connaissances et de recherches tout à fait intéressantes dans les différents aspects de notre vie. Alors aujourd'hui, on va vraiment traiter de la question du tourisme. Comment, en comprenant davantage le fonctionnement de notre cerveau, on peut faire évoluer notre activité du tourisme. Alors, j'ai choisi en fait de traiter cette question sous 4 aspects. La relation à l'autre, les émotions, le sens partagé en particulier, et puis les souvenirs, la mémoire. Donc, au travers de ces 4 items, en fait, on va essayer de balayer en fait ce qui fait une expérience utilisateur, ce qui fait une expérience touristique à part entière. Alors, la relation à l'autre. Il aura fallu le Covid, en fait, pour qu'on réalise à quel point la relation à l'autre est absolument vitale dans notre fonctionnement d'être humain. Et du point de vue des neurosciences, on sait un petit peu pourquoi. Lors de l'évolution, pour survivre, l'être humain n'a eu d'autre choix que de coopérer avec ses semblables. Parce que le rapport de force, à l'époque, il n'était évidemment pas en notre faveur. Vous imaginez bien que par rapport aux bestioles qui nous entouraient, quand on était au fin fond de la grotte, c'était pas, le rapport de force n'était pas vraiment
en notre faveur. Mais nous avons été obligés de coopérer, nous avons été obligés de trouver des solutions. Et donc, cette dimension sociale, en fait, du cerveau, elle est absolument primaire. C'est ce qui caractérise peut-être le mieux le cerveau, c'est que nous sommes des êtres sociaux. Et évidemment, avant, la question ne se posait pas, ou en tout cas, la question se posait de façon moins évidente, moins crue. Cette dernière année si compliquée, avec ces confinements, ces couvre-feux, etc., eh bien évidemment, nous a renvoyé à cette réalité. Et alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que dans ces moments de crise, vous savez, les moments de crise, et j'en ai traversé énormément dans mon parcours, les moments de crise ont un intérêt, c'est qu'ils nous ramènent à l'essentiel. Il nous oblige à nous poser des questions que probablement nous n'aurions pas fait si tout allait bien. Et on voit très bien que dans ces situations voilà, de crise et de croissance post-traumatique, c'est-à-dire comment je me remets des épreuves, eh bien on voit qu'il y a toujours un peu des caractéristiques communes. D'abord, un besoin d'alignement avec ses valeurs, avec son système de valeurs. Alors là, on voit par exemple que les valeurs d'éco-citoyenneté, d'éco-responsabilité, etc., sont à la hausse depuis déjà quelques années. Le problème qui va être passionnant à traiter, c'est comment j'aligne mes valeurs à mes comportements et mes actes. C'est-à-dire qu'on est tous pareils, ça c'est l'être humain. Il ne s'agit pas de... Vous savez, les neurosciences, on n'est jamais en train de juger quoi que ce soit, on analyse. On va avoir, et là, alors là, espérons la sortie de crise, et on va voir ça de façon très, très évidente, c'est-à-dire qu'on va être un petit peu partagé entre nos valeurs, c'est-à-dire essayer de construire un monde meilleur, pour résumer, et puis nos pulsions, nos comportements, nos besoins, c'est-à-dire, allez hop, je consomme, je retourne, je vais faire le tour du monde, je vais aller à droite, à gauche. Et donc, vous savez, dans un cerveau humain, et ça c'est passionnant, on appelle ça la dissonance cognitive. Quand il y a un écart entre votre comportement et vos valeurs, eh bien votre cerveau, il est sous tension. Et le cerveau, il ne peut pas rester sous tension pendant des années et des années. Il est obligé de trancher. Donc, à un moment donné, eh bien, quand on est en dissonance cognitive, soit on modifie son système de valeurs pour le mettre en cohérence avec ses actes, c'est une solution, soit on transforme ses comportements, ses actes, pour être en cohérence avec son système de valeurs. Ça va être un point clé dans l'industrie du tourisme pour les années à venir. Ça va être un point clé. Parce que on va toujours avoir envie de prendre un petit kiff, d'aller se faire une semaine au soleil, farniente, etc. Mais on va de plus en plus s'interroger sur le sens de tout cela, sur la réalité. Vous savez, ces semaines packagées où finalement vous allez dans un pays sans le connaître, où vous faites une pseudo-excursion de 2 heures, histoire de dire « Ah ben si, je connais bien le pays ». Eh bien ça, à mon sens, ça va évoluer. Et ma conviction, et aussi mon souhait, je ne le cache pas, c'est que l'on construise en fait des modes touristiques beaucoup plus en adéquation avec les populations, avec le sens partagé, etc. Donc ça va être un point qui va être très important. Cette crise va nous amener aussi vers cette recherche d'authenticité, de sincérité, de profondeur. Vous savez, dans les crises, et probablement chacun de vous l'a vécu depuis plusieurs mois, il y a une transformation des relations. C'est-à-dire que comme vous commencez à vous poser des questions beaucoup plus existentielles, beaucoup plus philosophiques sur la vie, la mort, la maladie, etc., vous transformez vos relations pour aller vous nourrir auprès de personnes qui ont les mêmes questionnements. Et on le voit dans toutes les crises, moi je l'ai vu dans 10 ans de guerre, mais bien après et bien avant, ça transforme nos relations. C'est-à-dire que bien des gens que vous connaissez depuis 10 ans, 20 ans, tout d'un coup vous dites oui mais bon, qu'est-ce qui m'apporte ? Est-ce que je me nourris à son contact? Et puis, à contrario, vous allez rencontrer des gens au hasard, voilà, des rencontres touristiques de Bretagne, par exemple, et en une demi-heure de discussion, vous dites, mais là, voilà, là, je me sens connecté. On appelle ça les connexions d'âme à âme. C'est très joli, c'est très poétique. Et cette situation très particulière que nous vivons aujourd'hui, eh bien, elle a pour effet de transformer nos relations. Et ça devient extrêmement
intéressant. Alors, je voudrais vous dire un mot sur les émotions. Vous voyez cette belle photo. Alors, pour ceux qui connaissent, qui ont le plaisir de connaître Dinard, c'est une photo de Dinard qui est absolument magnifique. Et c'est intéressant de se poser la question de savoir les émotions dans un cerveau. En fait, ça vient d'où? Ça marche comment? Et finalement, qu'est-ce qu'on a appris des dernières découvertes des neurosciences qui pourraient être utiles dans nos métiers du tourisme? Alors, une émotion sur un plan neurologique, c'est passionnant à suivre. Parce que vous savez, il y a d'abord toute une partie complètement inconsciente. Vous le savez tous. Si vous devez, je ne sais pas, aller intervenir quelque part tout d'un coup, paf, vous commencez à suer, votre cœur commence à s'emballer, vous commencez à rougir, etc. L'émotion, vous ne l'avez pas vu venir. Vous la craignez et paf, elle arrive. Et tous ces processus sont de l'ordre absolument de l'inconscient. Vous savez, quand vous avez un stimulus qui arrive dans le cerveau, d'abord, il va être traité par des parties totalement dédiées à l'inconscient. Donc, à l'insu de votre plein gré, comme disait notre sportif. Et ensuite, ce stimulus va aller vers des parties beaucoup plus du cerveau de la raison, le cortex préfrontal, pour ne pas le nommer. Et donc, vous allez avoir tout un cheminement comme ça du stimulus qui fait que votre émotion, après, va être conscientisée, c'est-à-dire que vous allez dire « Ah oui, là, mon cœur bat fort. Ah oui, là, je commence à perdre les pédales. » Donc là, votre émotion, ça y est, elle revient à la surface de la conscience, mais pendant toute sa genèse, en fait, elle a été vraiment d'ordre inconsciente. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant à noter par rapport au fonctionnement du cerveau, parce que ça, après, en fait, ça permet de s'adapter. On permet, en fait, dans nos métiers respectifs, eh bien, comprenant ce système inconscient-conscient, on s'adapte en conséquence. Il y a un chiffre que j'aimerais que vous reteniez parce que c'est un chiffre qui est très important par rapport au cerveau. 90% de l'activité de votre cerveau vous échappe. 90%. Et d'ordre inconscient. Seulement 10% de l'activité de votre cerveau est de l'ordre du conscient. Donc c'est très important. Parce que, vous savez, on est tous pareils, on a l'impression de maîtriser, de savoir. Si, c'était comme ça, je suis certain d'avoir raison. Non. Si on avait cette compréhension de ce 90-10, on serait beaucoup plus, d'abord, prudent par rapport à ce que l'on pense, ce que l'on sait, ce dont on se souvient. On serait beaucoup plus prudent et peut-être un petit peu plus humble aussi. Donc c'est intéressant, c'est important d'avoir ce chiffre en tête. En fait, 90% de ce qui se passe dans notre cerveau, d'une certaine façon, nous échappe. Vous voyez sur cette slide, donc en fait de façon très nette, on voit à gauche en fait le mode adaptatif conscient, donc qui est vraiment au niveau du cortex préfrontal, qui est derrière votre front. Donc c'est là où on pense, où on s'adapte, où on établit des stratégies. Et puis les modes automatiques tout à fait inconscients, subconscients, qui sont à l'œuvre. Et heureusement que nous avons ces modes. Parce que vous imaginez, par exemple, je vais vous donner un exemple, quand vous marchez, heureusement que vous ne devez pas réfléchir à chaque pas que vous faites. Quand vous conduisez, heureusement que vous ne devez pas réfléchir à chaque fois que vous passez la première et la deuxième. C'est automatisé tout cela. Et donc, ça permet de libérer de l'espace cérébral pour faire autre chose, pour avoir des activités conscientes. Alors donc, les émotions, elles sont à la base de tout. Elles nous définissent. Moi, vous savez, quand j'interviens parfois dans des grands groupes, j'ai des PDG qui m'expliquent par A plus B, non, moi, je suis un être rationnel, je décide, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je ne laisse pas mes émotions me surcharger, etc. Moi, j'écoute avec beaucoup d'attention et avec beaucoup d'intérêt. C'est évidemment totalement faux au niveau du fonctionnement de notre cerveau. C'est
encore une fois, c'est impossible, puisque toutes les perceptions sensorielles, comme je l'ai dit, vont être traitées d'abord au niveau des émotions, au niveau émotionnel, au niveau inconscient, et puis ensuite arriver au niveau conscient. Alors, il y a une neurobiologie qui est très spécifique à tout cela, au désir, au plaisir. Alors, on parle beaucoup de dopamine, de noradrénaline, d'endorphine. Alors, en fait, il se passe effectivement tout un ensemble, une espèce de feu d'artifice neurobiologique quand on est, quand on est agité par ses émotions. Alors, quand c'est dans le meilleur des cas, eh bien, on sera plutôt sur la dopamine, les endorphines, etc. Et puis, quand c'est par contre des émotions qui sont un petit peu moins positives ou qui sont même tout à fait négatives, eh bien, là, on sera davantage sur le cortisol. Alors, un point qui est très important au niveau du cerveau, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de contagion émotionnelle. Et oui, il n'y a pas que le Covid qui est contagieux, les émotions le sont aussi, et très fortement. Très fortement. Nous avons un système, en fait, en nous, système neuronal miroir, qui fait que, en fait, nos cerveaux peuvent se mettre d'une certaine façon en Wi-Fi les uns avec les autres, c'est-à-dire en synchronisation les uns avec les autres. Et s'il émane de vous quelque chose de positif, s'il émane de l'énergie, de l'altruisme, etc., eh bien, par contagion émotionnelle, vous avez de grandes chances, en fait, de propager cela. Donc, c'est pas là, on est loin de oui-oui ou de ce qu'on pouvait associé un peu à des choses de développement personnel un peu douteux. Là, on est dans la neuroscience dure. Là, on est dans des phénomènes, encore une fois, c'est les neurones miroirs qui a été une découverte très importante, en fait, des années, déjà il y a quelques temps, des années 80-90. Et c'est très important d'avoir en tête donc, cet effet contagion dans notre fonctionnement, personnel, professionnel, et puis aussi dans la préparation de vos offres touristiques. Les phénomènes mimétiques existent, encore une fois, pour le meilleur ou pour le pire. Et ce mode positif, il modifie le cerveau de l'intérieur. Et c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant. Vous savez, le phénomène de la psychologie positive, la pensée positive, s'est développé déjà à partir de la seconde moitié du XXe siècle, en se disant, bon, ok, c'est très bien de travailler la psychologie, mais quand il y a des problèmes, mais ce serait bien aussi de voir un peu comment on peut essayer de progresser quand tout va bien. Pour essayer de voir comment, qu'est-ce qui se passe au niveau neuropsychologique quand on est dans des moments de plaisir, de moments vertueux, etc. Et on s'est rendu compte que avoir un biais positif sur les choses, eh bien, non seulement modifiait le fonctionnement du cerveau, mais modifiait aussi l'anatomie du cerveau. Et ça, c'est assez bluffant et c'est tout à fait intéressant comme ligne de conduite, en fait. Du coup, on n'est pas positif histoire d'être un peu complètement à côté de la plaque, mais on est positif dans l'idée, de renforcer son cerveau et dans l'idée d'avoir un phénomène de contagion émotionnelle positif avec les autres. Alors, dans la question des émotions, il y a un point qui est extrêmement important, c'est les sens, nos 5 sens. Et alors, premier point à retenir, il y a une interconnexion entre tous les sens. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que quand vous arrivez à mixer des sens les uns avec les autres, eh bien, c'est puissance 10 pour le cerveau. C'est-à-dire que 1 plus 1 n'est pas égal à 2, c'est 1 plus 1 égale à 3. Vous êtes au bord de la mer, vous regardez, vous sentez l'iode, vous touchez le sable avec vos pieds. Cette interconnexion des sens va avoir un effet maximal au niveau du cerveau. Et je vais vous donner un exemple, par exemple, qui, moi, je trouve qui est toujours un petit peu sous-estimé, c'est l'odorat. L'odorat, ça passe toujours un peu à la trappe. On parle de la vue, on parle éventuellement du toucher, etc. Mais l'odorat, ça passe toujours un peu à la trappe. Alors que l'odorat est un sens extrêmement puissant. C'est-à-dire la mémoire olfactive est la mémoire la plus forte du cerveau. Donc, quand vous concevez une offre, je pense par exemple au thalassa, par exemple, ça me vient à la thalassothérapie. Jouer le multisensoriel entre le bien-être, etc., le lieu, etc., et l'odorat,
c'est un point absolument crucial. Donc, il faut jouer le multisensoriel. Il faut toujours se dire, tiens, comment je vais enrichir mon offre, comment je vais en fait faire en sorte que j'active chez mes clients les différents sens en même temps. Un petit mot maintenant sur les souvenirs. Alors, la mémoire, c'est absolument fabuleux à investiguer. Vous savez, vous avez pu vivre, par exemple, un même événement avec un ami il y a 10 ans, et vous vous retrouvez après autour de la table, enfin dans les temps anciens, et tout d'un coup, vous partagez autour d'un souvenir, vous dites « Mais non, mais pas du tout, c'était lui qui était là, il était assis autour de... » Et forcément, à un moment donné, il y en a un qui va se dire bon, soit il est de mauvaise foi, soit il est un peu gâteux, soit etc. Mais en fait, il faut revenir à la genèse d'un souvenir. Vous savez, quand vous vivez une expérience, vous allez d'abord, votre cerveau va l'encoder. Paf! Après, il le stocke. Il va le stocker dans des systèmes de mémoire à long terme. Et puis ensuite, il va le rappeler. Si vous évoquez, par exemple, tel épisode de votre vie, vous allez rappeler ce souvenir. Mais ce souvenir, il va être tributaire de tout ce que vous avez fait depuis. Et donc, il va être reconstruit. Donc, la mémoire, elle est pas du tout figée. La mémoire, elle est très évolutive. Et donc ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que souvent, on se dit « mais non, mais pourtant, c'était génial, mais ils n'ont pas aimé, etc. » Mais c'est parce que la mémoire est tout à fait subjective. La construction de la mémoire est tout à fait subjective. Mais alors, il y a quand même, au niveau de ces aspects mémoriaux, il y a quand même 2-3 règles qui peuvent être très intéressantes pour vous. Première règle, le cerveau, par exemple, nous allons une semaine en vacances quelque part, il va se souvenir en particulier de 3 moments. Le début, la fin, ça c'est assez logique, et le moment d'intensité émotionnelle maximale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, il vaut mieux, dans le design d'une offre touristique d'une semaine de vacances, prévoir un moment extrêmement fort, par exemple au milieu, un moment vraiment là où vous mettez le paquet, et puis bien préparer le départ, l'envol, etc. Et puis aussi, parfois on oublie un petit peu, ne pas rater la fin. Vous savez, le cerveau, avec le temps, en fait, il efface tout ce qui est médiocre. Tant mieux d'ailleurs. Heureusement pour nous, parce que si tout ce qui nous arrivait de façon médiocre restait impacté dans notre cerveau. Donc, il a cette tendance-là. Donc, n'hésitez pas vraiment à jouer comme ça sur ces effets de surprise. En neuro, on parle d'effet de saillance. L'effet de saillance, c'est quand tout d'un coup, paf, c'est l'effet « waouh ». Donc, n'hésitez pas à jouer de cette saillance neuronale. Il vaut mieux faire vraiment une soirée absolument extraordinaire dont tout le monde va se souvenir que 3 petites soirées un peu sans trop d'intérêt. Donc, au niveau mémoriel, gardez en tête que ces souvenirs se reconstruisent en permanence et qu'il faut jouer sur ces 3 points clés: début, point d'intensité maximale émotionnelle et fin. Ce que disait Françoise Sagan, la mémoire est aussi menteuse que l'imagination et bien plus dangereuse avec ses petits airs studieux. C'est tout à fait ce que je viens de vous dire, c'est qu'il faut se méfier. Il faut se méfier en fait de notre mémoire qui parfois nous joue des tours. Il faut être relativement prudent. C'est aussi dans le même ordre d'idée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi avec les fameux 90-10. 90 inconscient, 10 conscient. La mémoire, voilà, c'est une traduction tout à fait concrète de cela. Alors maintenant, un point qui est pour moi extrêmement important. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les moments de crise en fait nous ramènent à l'essentiel. Et tant mieux. Tant mieux. On va enfin peut-être se poser d'autres questions que les questions que nous sommes posées dans 30 ans d'hyperconsommation, d'hyper-individualisme. Et ma conviction, c'est que cette période difficile que nous traversons tous collectivement, elle peut être, je dis bien,
l'opportunité d'une vraie réflexion sur le sens que chacun de nous veut donner à sa vie. Pourquoi je me lève le matin, pourquoi je fais ceci, cela. Et puis plus largement sur le sens que l'on veut créer collectivement. Faire corps, faire groupe pour nos proches, pour nos équipes, pour nos clients, pour notre pays, pour notre planète. Et donc là, nous sommes à un moment assez historique, il faut le dire. Je veux dire, c'est pas, là, pour le coup, ce n'est pas galvaudé. Nous sommes vraiment à un moment historique de notre histoire collective où, par la force des choses et par la contrainte, nous sommes amenés à nous poser des questions qui relèvent vraiment de l'essentiel, des questions métaphysiques sur la vie, la mort, la maladie, la finitude, qu'on avait fini par oublier dans un monde totalement où on se croyait assuré de tout. Eh bien, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et ces questions vraiment de conscience environnementale, humaniste, etc., comme je disais tout à l'heure, je pense qu'elles vont être croissantes. Je pense aussi, peut-être, qu'il va avoir un effet générationnel. Il faut toujours se méfier des simplifications générationnelles. Mais voilà, on sent que quelque chose se passe. Et puis, une réaction relativement saine par rapport à l'urgence climatique qui est toujours là. Hein. On a tendance un petit peu à l'oublier, elle est plus que jamais là. Donc, ces questions d'éthique comportementale, de respect, d'ouverture aux autres cultures, de partage, elles vont devenir absolument cruciales. Et là, je voudrais revenir dans mon autre casquette en fait, d'humanitaire dans les pays en difficulté, cette casquette que j'ai eue pendant 10 ans. Nous devons changer. Nous devons nous comporter en tant que groupe, je ne parle évidemment pas individuellement, mais nous devons nous comporter différemment. Moi, je vais vous dire mon expérience de 10 ans. J'ai vu des choses sur le terrain qui m'ont extrêmement perturbé, pour dire le moins. Et je pense que l'appréhension du voyage, maintenant, elle doit plus simplement se faire sous l'angle de la simple consommation. Et c'est une opportunité exceptionnelle, exceptionnelle. Parce que vous savez, en fait, et là on revient au fonctionnement du cerveau, vous avez 2 mécanismes, en fait, par rapport au plaisir. Vous avez d'abord, évidemment, le plaisir purement de court terme. Je kiffe, je prends mon pied à faire ceci. Donc là, vous avez, dans le cerveau, vous avez des décharges de dopamine. Donc là, on est dans le plaisir à très court terme, ce qu'on appelle le plaisir hédonique. Et puis, à côté de ça, nous avons le plaisir eudémonique. Et là, c'est davantage lié à la question de à quoi rime ce que je suis en train de faire, quel est le sens de mon action, comment je peux peut-être grandir de cette expérience. Et donc, on est toujours, ce que je vous disais tout à l'heure, écartelé entre les 2 états. La recherche de plaisir à court terme, qui est très bien. Je veux dire, il ne s'agit pas de dire non, on va devenir tous des moines et on va tous devenir des super méditants. Non, c'est formidable d'avoir ces plaisirs, ces moments de plaisir à court terme, mais à côté de cela, on va avoir aussi une réflexion approfondie qui va prendre beaucoup plus d'ampleur sur le sens de ce que nous faisons. Et tant mieux, et tant mieux. Et on le voit au niveau cérébral, il y a un point qui est extrêmement intéressant au niveau cérébral. Vous savez, le cerveau, il s'habitue à peu près à tout. C'est-à-dire que si vous fondez votre vie et votre bien-être et votre bonheur sur la seule consommation, eh bien, vous deviendrez addict, en fait, dopamino-addict, c'est-à-dire addict à ces décharges de dopamine. Mais le problème, c'est que dans notre cerveau, nous avons un phénomène d'habituation. C'est-à-dire qu'il vous en faudra toujours plus pour avoir le même niveau de plaisir. C'est pour ça que quand on est, par exemple, on passe son temps à acheter, je ne sais pas, des costumes, des chaussures, à consommer, etc., eh bien, à la fin, on a à peine acheté qu'on est déjà, de toute façon, dans le coup d'après. Parce que ça ne nous satisfait plus au niveau neuronal. Nous sommes, dans ce cas-là, totalement tributaires, totalement sous addiction. Et il y a une activité humaine qui ne subit pas ce phénomène d'habituation hédonique, c'est l'altruisme. Et ça, c'est quand même formidable, et c'est une merveille du cerveau. C'est-à-dire que quand vous dédiez une action à l'autre, quand vous êtes dans le partage, dans l'échange, dans la construction de la relation,
eh bien là, votre cerveau, il est à fond. Et si en plus, vous êtes dans l'expérientiel, vraiment, pas dans le théorique, alors là, le cerveau, il est complètement inondé de neurobiologie tout à fait intéressante pour lui. Donc ça veut dire, je reviens très concrètement à vos métiers, ça veut dire, 1, privilégier l'expérience. Le cerveau n'est pas fait pour se taper de la théorie pendant des siècles et des siècles. Le cerveau n'apprend jamais autant que dans l'expérientiel. Donc l'action est absolument phare. Et si vous arrivez à construire une dimension de partage, d'échange, d'altruisme, alors là, c'est formidable. Mais c'est compliqué. Et là, attention au risque de faire bien sur la photo. C'est-à-dire de faire une semaine et puis pendant la semaine, il y a juste 1 heure consacrée à une pseudo-activité humanitaire, histoire de, ça le fait bien dans la brochure ou sur la photo, etc. Non, je crois qu'on n'en est plus là. Voilà. Je crois, moi, c'est ma conviction, je crois qu'on va avoir une évolution très importante. Je crois que les consommateurs, les clients ne vont plus accepter d'être comme ça un peu bernés. Ils l'étaient parfois de leur plein gré d'ailleurs, encore une fois. On n'est pas tous, on s'appelle pas tous l'abbé Pierre, on a parfois envie de juste consommer et rien d'autre. Mais là, on a un point tout à fait crucial pour créer en fait une forme de tourisme beaucoup plus à la recherche de sens partagé entre nous et d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres religions. Dieu sait, dans le contexte actuel, combien c'est important. C'est essentiel. Il y a un mouvement actuellement de repli sur soi, il y a un mouvement de défiance généralisée. On construit des murs un peu partout sur la planète. Je crois que si les acteurs du tourisme peuvent promouvoir un message humaniste, dans le cadre de leur métier, je ne dis pas mais dans le cadre de leur métier, ce message humaniste de partage, d'échange entre les civilisations, eh bien, on aura fait œuvre utile. Et je pense que c'est plus que jamais d'actualité. Alors, vous voyez ici, là, vous avez une petite slide sur ce que je viens de vous dire. Alors, vous voyez en bleu, vous avez en fait ce fameux circuit dopaminergique, c'est-à-dire le kiff, le plaisir de court terme. Et vous voyez que les activations de dopamine, eh bien, elles sont très précises dans certains endroits du cerveau. On appelle évidemment le striatum, noyau accumbens, et puis le cortex préfrontal. Donc c'est très bien, formidable. Mais vous voyez les flux en rouge. Les flux en rouge concernent la sérotonine. Et vous voyez que les activations de sérotonine sont beaucoup plus larges dans le cerveau. Donc va activer des parties plus importantes et différentes du cerveau. Donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas le plaisir à court terme ou le sens à long terme. C'est l'un et l'autre. Et tout l'enjeu, tout votre enjeu, votre défi, ça va être de pouvoir proposer des formes de voyage, d'expérience tourisme, qui vont allier les deux. Et qui vont allier les deux, encore une fois, de façon sincère et pas bidouillée. Ça, c'est un sacré défi. Ça, intellectuellement, je peux vous dire, c'est passionnant et c'est complexe. Plus facile de faire du chiffre et du charter. Mais c'est là où ça va devenir absolument passionnant. Et c'est là où, c'est encore une fois ma conviction, vos métiers vont avoir une dimension sociétale, citoyenne, beaucoup plus importante. Alors, je voudrais maintenant dire un mot sur la Bretagne, sur ma région depuis toujours, absolument extraordinaire. Et je voudrais commencer par un mot sur l'impact de la nature sur le cerveau. Alors, vous le savez tous intuitivement, quand vous allez marcher au bord de l'eau, quand vous allez en forêt, quand vous allez en montagne, vous revenez, vous avez l'impression que votre cerveau s'est nettoyé. Vous vous sentez mieux. Vous avez l'impression que vous êtes complètement sous la nasse avec 1000 problèmes financiers, personnels, d'enfants, etc. Vous allez vous promener pendant 2-3 heures. Ça ne règle pas vos problèmes, mais vous vous sentez mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, en fait ? C'est intéressant.
encore une fois, d'essayer de comprendre en fait que ce n'est pas le fruit du hasard, mais que ça traduit une réalité en fait neurobiologique. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Eh bien, quand vous êtes au contact de la nature, première chose, vous avez quasiment immédiatement une diminution du stress et des troubles anxieux. Alors, c'est très lié en fait au cortisol, l'hormone du stress, qui va chuter pendant en fait ce moment que vous allez passer auprès de la nature. Alors, je vous passe les questions plus techniques au niveau neuroscientifique, mais pour résumer, en fait, quand vous êtes au contact de la nature, vous avez une zone du cerveau qui va se sous-activer. C'est la zone qui est liée aux ruminations. Vous savez, et si j'avais su, hein, et pourquoi je n'ai pas fait ça là. Cette zone-là se calme. Et puis, vous avez aussi la zone de l'amygdale cérébrale, qui est la zone des peurs, la zone de tension, etc., qui, elle aussi, part à la baisse. Donc, conséquence directe, baisse du stress, des troubles anxieux. Deuxième point, vous allez améliorer vos performances cognitives. C'est-à-dire qu'au contact de la nature, votre capacité d'attention, de focalisation, de concentration, de créativité va être boostée. Donc, moi, je n'ai qu'un conseil à vous donner, en dehors de vos offres touristiques, c'est travailler au contact de la nature. Faites des entretiens en marchant avec vos collaborateurs au bord du canal ou au bord du parc, ou en tout cas où c'est possible pour vous. Mais il faut absolument introduire l'élément nature dans l'univers professionnel. Et là encore, ce n'est pas des incantations un peu fumeuses de développement personnel, c'est vraiment une multitude d'études neuroscientifiques à travers le monde qui nous prouvent ça par A plus B de façon extrêmement claire. Et puis, troisième point, vous allez avoir une hausse de votre niveau de bien-être et de vos comportements prosociaux, comportements vis-à-vis de l'autre. Vous savez, il y a un point qu'il ne faut jamais oublier, et ce n'est pas quelques siècles d'urbanisation qui changent l'affaire. Le cerveau humain s'est construit dans la nature. Nous sommes des êtres de nature. Des millions d'années d'évolution. Est-ce que vous croyez que quelques décennies ou même quelques centaines d'années d'urbanisation forcée vont modifier cela? Ben non. Donc en nous, nous avons cela. Nous avons cet appel de la nature qui est très fort en nous. Donc vraiment, il faut jouer vraiment la carte de la nature à fond. Alors, ça peut paraître évidemment la palissade de dire ça devant vous en Bretagne. Évidemment qu'on joue ce côté-là. Mais vous savez, parfois, ce sont les choses les plus évidentes qui nous échappent. Donc vraiment, la nature a un effet neurobiologique direct et très important sur le cerveau. Le deuxième point, c'est le plaisir d'être ensemble, qui nous manque tant depuis un an. Le plaisir de partager, le plaisir de faire des concerts, de partager des moments comme ça d'intensité fort. Ça fait référence au système neuronal miroir dont je vous parlais tout à l'heure, et donc avec des effets immédiats sur nos niveaux de dopamine, d'ocytocine. Alors l'ocytocine, c'est une petite substance en fait, parfois qu'on appelle l'hormone de l'amour. En fait, c'est quand vous êtes en connivence, quand vous êtes vraiment, vous partagez du bon temps avec des gens, eh bien vous avez vos niveaux d'ocytocine qui partent à la hausse. Ou quand vous avez cette sensation pour les parents, vous serrez votre bébé dans les bras et vous avez l'impression d'être inondé dans le cerveau, vous avez une espèce de force comme ça, eh bien c'est l'ocytocine. C'est une hormone extrêmement intéressante à étudier concernant en fait les rapports entre les êtres, les rapports sociaux. Donc ce moment de plaisir, eh bien évidemment, baisse du cortisol, l'hormone du stress, renforcement aussi du système immunitaire. C'est pas neutre. Quand on est ensemble, on renforce son système immunitaire. Dans le contexte actuel, c'est pas neutre. Depuis quelques semaines, on a enfin compris que un cerveau, c'était aussi de la neuropsychologie, c'était aussi un état mental. On a mis le temps. C'est important aujourd'hui d'avoir ça en tête. Donc nous avons un besoin vital d'être ensemble, de partager. Il faut absolument au plus vite, tout en respectant les règles actuelles, mais il faut absolument nous relancer de ce point de vue-là. Ce faisant, donc, nous augmenterons notre bien-être psychologique
diminueront notre stress et puis augmenteront évidemment nos différents niveaux d'empathie, de coopération entre nous, etc. Un troisième point un peu contre-intuitif et qui est très intéressant et dans vos métiers qui n'est pas tout à fait neutre. Nos cerveaux sont en hyperconnexion permanente. Alors là, en plus, je ne vous dis pas depuis un an, moi j'ai des clients qui enchaînent les visioconférences du matin au soir. Il y a difficilement pire pour le cerveau. Vous enchaînez les visios du matin au soir et puis après vous allumez les télés d'information continue où on vous donne des décomptes macabres jour après jour depuis un an. Là, vous pouvez être sûr que tout est fait pour bousiller votre cerveau. Voilà. Donc aujourd'hui, la priorité absolue, c'est de protéger son cerveau, de le renforcer et d'essayer de le nourrir de jolies choses. Et ça, c'est très important. Et on en revient à la culture, on en revient au tourisme. Ces éléments qui sont si importants, ces éléments qui sont essentiels. Ce sont des activités essentielles, évidemment pour le cerveau. Et donc là, au niveau de ce cerveau qui a besoin aujourd'hui de repos, eh bien, dans la construction de vos offres touristiques, il faut avoir en tête 2-3 points. Premier point, organiser des activités séquentielles et pas simultanées. Toute l'année, vos clients, ils font du simultané. Ils font 1000 choses en même temps. Le cerveau n'est pas fait pour faire 1000 choses en même temps. Donc le cerveau se détruit de l'intérieur quand il doit zapper en permanence comme ça entre 1000 choses. Donc organisez, faites un programme vraiment de façon très séquentielle pour permettre à vos clients de focaliser leur attention, leur concentration sur une seule chose à la fois. Mais faites très attention au farniente. Vous savez, on se dit tous, et en particulier quand on est complètement débordé et fatigué, on se dit, alors moi, j'ai qu'une envie, c'est après d'aller au soleil, je me mets sur la plage et je ne bouge plus pendant une semaine. C'est catastrophique pour le cerveau. Ça, c'est très contre-intuitif. Pourquoi ? Parce que quand vous ne faites rien, vous allez activer le mode par défaut, ce qu'on appelle le mode par défaut de votre cerveau. C'est-à-dire que toutes les ruminations, toutes les projections aussi anxieuses vont revenir à la charge. Et pourquoi je n'ai pas fait ça ? Et pourquoi je n'ai pas quitté mon job ? Et pourquoi à l'époque, je n'ai pas acheté la maison machin ? Pourquoi je n'ai pas déménagé ? Et puis, qu'est-ce qui va m'arriver dans 6 mois ? Et si on ne réouvre pas ? Et comment je vais nourrir mes enfants ? Etc., etc., etc. Et donc, le farniente, en fait, il est très dangereux pour le cerveau. Il faut donc s'en méfier. Et quand vous avez... Moi, quand par exemple, j'ai des personnes qui sont totalement en burn-out, fatiguées, etc., qui me disent, bon, bah, moi, de toute façon, demain, je pars en vacances, je ne fais plus rien. Je leur dis, non, surtout pas. Faites des choses une par une qui captent votre attention et qui vous régénèrent. Encore une fois, la nature, la méditation, le sport, l'activité physique, absolument essentielle pour le cerveau, l'alimentation, tous ces éléments en fait, qui sont vraiment liés à votre mode de vie et qui vont faire en sorte que vous allez protéger et renforcer votre cerveau. Un dernier mot qui est pas neutre dans la civilisation qui est la nôtre, dans la société qui est la nôtre. On a étudié le cerveau des gens qui partent en voyage et on a même étudié le cerveau des personnes, des touristes qui prennent des photos et qui partagent après leur contenu sur les réseaux sociaux. Et on s'est aperçu d'une chose qui était assez aussi, là encore, un peu contre-intuitive. C'est-à-dire qu'on se disait toujours, ouais, bah, prendre des photos, c'est complètement idiot, c'est complètement crétin, on perd l'intensité émotionnelle, on est toujours en train de regarder dans son... Ce n'est pas tout à fait vrai au niveau cérébral. Parce que quand on prend une photo, en fait, on a un surcroît attentionnel qui fait qu'on va, au lieu de passer comme ça d'une zone à l'autre, un peu en télécommandé, eh bien là, on va faire davantage attention. Et donc, on peut avoir un effet tout à fait bénéfique, émotionnellement parlant, du fait comme ça de s'arrêter quelque part pour voir le meilleur plan, pour prendre la meilleure photo, etc., etc. En revanche, et ces études sont passionnantes à regarder, on s'est rendu compte que cet état de bien-être, eh bien, il avait bien du mal à franchir l'étape des réseaux sociaux.
Parce que quand on commence à partager sur les réseaux sociaux, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On attend les likes. Et puis on se dit, tiens, pourquoi je n'ai pas des likes là, sur la photo? Et puis qu'est-ce qu'il me raconte, lui, dans son commentaire, là, qui est à moitié déplacé ou qui est jaloux, qui est machin. Et là, la machine s'emballe, la machine à stress s'emballe. On est ce qu'on appelle, en neuropsychologie, on appelle cela les tensions comparatives. C'est-à-dire qu'à force d'être dans son monde assez narcissique, il faut bien le dire, toujours sous le joug du regard de l'autre, le joug du regard social, eh bien, ça nous rend malheureux. Ça rend malheureux notre cerveau, ça l'altère, ça provoque des altérations au niveau cérébral. Donc, il faut sortir de cet esclavage moderne que sont les réseaux sociaux, c'est-à-dire cette espèce d'addiction au like qui finit... cette addiction, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'elle finit par amoindrir un joli souvenir. On est dans un moment magnifique, une place magnifique, on vit une expérience magnifique, et tout ça parce qu'on a eu un commentaire déplacé ou des likes qui n'allaient pas, etc., finit par abîmer ce que l'on vient de vivre. Donc, oui pour les photos, en résumé, mais les réseaux sociaux, lâchez-les un peu. Lâchez-les un peu. Votre cerveau n'ira que mieux. Je voudrais finir avec cet extrait de Pablo Neruda, qui était prix Nobel de littérature en 1971, et qui, comme souvent d'ailleurs, chez les auteurs, chez les philosophes, chez les artistes, ils ont tout compris du cerveau avant tout le monde. Avant l'imagerie médicale, avant les neuroscientifiques, etc. Ils ont tout compris du cerveau parce que voilà, leur hypersensibilité, leur ouverture fait que eh bien voilà, ils arrivent à percevoir peut-être ce que nous avons plus de mal à percevoir. Donc il meurt lentement celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux. On revoit tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'importance fondamentale des arts, de la nature, de l'échange, du partage avec les autres, cette capacité aussi à s'extraire du regard de l'autre, à avoir de l'auto-compassion, de l'auto-bienveillance, trouver grâce à ses yeux. Personne n'est parfait, voilà, on fait tous des erreurs, mais essayez d'avoir un regard un tout petit peu bienveillant envers soi-même. Il meurt lentement celui qui détruit son amour-propre, celui qui ne se laisse jamais aider. Ça aussi, c'est un point qui est extrêmement important. L'aide, l'altruisme, ça va devenir un élément fondamental du tourisme. Il faut l'avoir en tête. Mais encore une fois, un altruisme incarné, pas du fake. On est aussi dans une situation, une société du fake, il faut s'en écarter pour retrouver une forme d'authenticité. Il meurt lentement celui qui devient esclave de l'habitude. Ça, c'est un point crucial du fonctionnement du cerveau. Vous savez, le cerveau, il n'aime rien d'autre que la routine. Il aime faire ce qu'il sait faire depuis 20 ans, parce que comme ça, il est en mode un peu automatique. Mais si vous voulez nourrir votre cerveau, si vous voulez le renforcer, il faut apprendre, il faut aller vers l'autre, il faut devenir, et je pense que nous tous, en fait, c'est notre défi. Le défi qui nous est posé aujourd'hui, c'est de redevenir des apprenants permanents. C'est-à-dire arrêter avec nos habits de sachant, je sais, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Le monde n'est plus adapté de toute façon pour ce mode de fonctionnement. Donc on doit tous redevenir des apprenants, et ce faisant, on va rendre le meilleur service à son cerveau. Un petit point, par exemple, qui est tout sauf neutre, vous savez que les personnes qui continuent d'apprendre tout au long de leur vie ont, en termes statistiques, beaucoup moins de chances de développer des maladies neurodégénératives que les personnes qui sont comme ça dans des routines du matin au soir. Donc vraiment, ne pas devenir esclave de l'habitude, se réinventer jour après jour. Je crois que ça va être votre défi, acteur du tourisme. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous dire, ça y est, là, on a mis le paquet, on a réfléchi pendant 6 mois, on peut développer ce programme sur 5 ans. Ben non, c'est plus comme ça. Il faudra co-construire en permanence, réajuster, transformer
Et vous savez, on parle beaucoup d'agilité depuis déjà 10 ans, 20 ans dans les plaquettes managériales, etc. Ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que l'agilité, il faut la démontrer. Il faut la mettre en pratique. Et c'est exactement ce que vous avez fait au niveau des rencontres du tourisme en Bretagne, c'est-à-dire que vous êtes transformé, vous avez modifié votre événement. On aurait tous préféré que cet événement se fasse en présentiel, mais vous l'avez transformé pour le tenir. Et ça, c'est une vraie marque d'agilité. Ça n'a pas été le choix de tous. Beaucoup ont se dit « Oh là, bon, on va reporter, on verra. » Il n'y a rien de pire pour le cerveau. Vous savez, quand le cerveau est dans un état de crise, il a 2 ennemis, l'inaction, la procrastination. Les 2 ennemis du cerveau en état de crise. Donc, quand vous êtes en état de crise, il faut absolument se plonger dans l'action, se dire « Ok, je vais faire autrement ». Et ça présuppose un niveau d'acceptation très élevé. C'est-à-dire l'acceptation, non pas au sens je me renie, c'est comme ça et machin. Non, l'acceptation au sens je prends acte de cette nouvelle situation. Ok, c'est comme ça, on a telle contrainte, parfait, on va se préparer et s'adapter à cette nouvelle donne. Donc c'est cela, je pense que c'est cela votre défi, notre défi à tous, c'est cette capacité de nous adapter en permanence. Ensuite, je ne vais pas finir sur le texte, vous l'avez à l'écran, mais il fait évidemment référence à cette passion, ce tourbillon d'émotions, celui qui redonne la lumière dans les yeux et répare les cœurs blessés. Donc, ça renvoie à la dimension de l'altruisme. Il y a tout le tourisme de demain, en fait, dans cet extrait. Il n'y a rien d'autre à dire. Vis maintenant, risque-toi aujourd'hui. Il faut prendre des risques. Qu'est-ce qu'une société où on ne prend pas de risques ? Quel message on envoie à nos enfants en nous protégeant de tout ? Il faut prendre des risques. Si on ne prend pas de risques, on ne réalise rien de grand. Et encore une fois, et ça aussi c'est un point qui est très important en France, l'échec fait partie du processus de résilience, de croissance post-traumatique. On prend des risques, on réussit des choses, on échoue sur d'autres, et on continue et on remonte sur son cheval. Et ça, c'est un point absolument essentiel sur le fonctionnement du cerveau. Et je conclus avec cette dernière phrase. Surtout, ne vous privez pas d'être heureux. J'ai un passé par rapport à tout cela assez important. Ma vie a été jalonnée de beaucoup de drames personnels, professionnels. Ne vous privez pas d'être heureux. Nous avons beaucoup de chance. Nous avons énormément de chance aujourd'hui, même si nous vivons une situation très difficile depuis 1 an. Mais nous avons la chance d'être en vie, nous avons la chance nous allons repartir. Il y a beaucoup de signaux faibles actuellement qui se mettent en place et qui laissent augurer de jours meilleurs. Donc vraiment, en définitive et en conclusion, je voudrais dire, ne perdez surtout pas espoir. C'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que ça se joue. Donc restez sur votre cheval et les jours meilleurs arrivent très prochainement. Merci à vous. Merci Erwan pour cette démonstration et présentation passionnante. Alors je crois que, asseyez-vous, on va peut-être s'asseoir. Je crois que nous avons quelques questions. On a 5 questions et j'ai aussi quelques questions. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble. Alors, première question, entre Louis et l'odorat, quel est le sens le plus puissant ? Et au-delà de la puissance, comment peut-on les exploiter d'un point de vue marketing ? Alors, c'est la première question, la première partie de la question est difficile, en fait, parce qu'il faudrait s'entendre sur le plus puissant. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau mnésique, au niveau de la mémoire, en fait, l'odorat, il est juste à côté, le bulbe olfactif, donc, il est juste à côté de l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est un centre très important de la mémoire. Donc, c'est pour ça, par exemple, vous traversez la rue. Là, tout à l'heure, vous allez sortir d'ici, vous traversez la rue. Et tout d'un coup, vous êtes rattrapé par une odeur de votre enfance. Et vous y êtes. Et tout d'un coup, il n'y a aucun autre sens qui peut être aussi puissant au niveau de la mémoire. Donc les souvenirs reviennent. Oui, immédiatement. C'est la Madeleine de Proust. C'est d'ailleurs, dans le bon côté, dans le mauvais côté. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les personnes qui ont subi
un certain nombre de traumatismes. Alors là, la moindre odeur, là, c'est direct. Donc, de ce point de vue-là, l'odorat est extrêmement puissant. Au niveau mnésique, en tout cas, au niveau du traitement de la mémoire, c'est l'odorat bien plus que l'ouïe. Que l'ouïe, d'accord. La question que ça pose, quand même, cela, c'est notre question vous savez, aujourd'hui, on est un peu en guerre attentionnelle. C'est-à-dire notre attention, elle est divertie de partout. Matin, midi et soir, on reçoit des notifications, des messages, des machins. Et donc, nous n'avons plus... La technologie nous dérange tout le temps, en fait. Ah oui, très clairement. Très clairement. Elle nous a servi. Donc, il faut s'en dégager. Moi, je vous donne un conseil, alors très, très pratico-pratique. Coupez vos notifications. Parce que quand vous avez des notifications du matin au soir, vous êtes en perturbation attentionnelle du matin au soir. Donc, au niveau cognitif, au niveau émotionnel, c'est la cata. Vous êtes au plein milieu, vous êtes sur la plage de Saint-Malo, en train de regarder un spectacle magnifique. Bip, bip. Voilà. Et vous recevez un mail, un machin, un truc vraiment catastrophique. Donc, il faut revenir à une forme de sobriété neuronale. Il faut revenir dans nos comportements et il faut aussi que l'offre touristique revienne aussi à cette forme de sobriété neuronale. C'est un point qui est extrêmement important. Alors, au-delà de la puissance, comment peut-on les exploiter du point de vue marketing? Alors, moi, premier conseil, le multisensoriel, pensez à marier les sens. Tout le temps. À chaque fois que vous prévoyez un truc, dites, tiens, allez, comment on va faire pour marier la vue, l'ouïe, l'odorat, le tactile aussi? Tactile, il faut y réfléchir. Je vous donne un exemple, par exemple. Vous êtes dans vous avez un casque, par exemple, 3D sur la tête. Là. Donc, vous êtes en réalité virtuelle, par exemple. On va parler de la réalité virtuelle. Donc, c'est formidable. Vous êtes au milieu là, de je ne sais pas quoi, de la jungle, etc. Bien, le simple fait, si, par exemple, dans l'offre qui est proposée de gaming ou de loisirs, dans ce cas-là, vous jouez sur le tactile. C'est-à-dire que non seulement vous allez être sur la RV, donc vous allez tromper le cerveau, mais en plus, vos pieds, vous allez être pieds nus et vous allez être sur des branches ou sur des trucs. Et bien là, vous trompez le cerveau encore mieux. D'accord. Et donc, l'expérience sensorielle est 10 fois plus forte. Alors, il y a de plus en plus d'opérateurs touristiques justement qui proposent de découvrir leurs produits, de vendre leurs produits au travers justement des casques de réalité virtuelle. Club Med fait par exemple dans les agences découvrir ces clubs avant pour que le client ait une idée de ce qu'il va découvrir et puisse réserver. Pour vous, c'est intéressant ça ou Oui. Alors, la réalité virtuelle, elle est assez épatante parce qu'elle a beaucoup progressé. Vous savez, en fait, la réalité virtuelle, tout l'enjeu, c'est d'arriver, dans le bon sens du terme, à tromper le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, à un moment donné, va se dire, mais c'est la réalité ou c'est fake? Et par exemple, dans les phobies, dans le traitement des phobies, la réalité virtuelle est extraordinaire. Extraordinaire. On arrive à guérir des phobies. La peur de l'avion. Vos clients ont peur de l'avion. Ça arrive fréquemment. Eh bien, moi, je connais des psychiatres et des psychologues qui travaillent avec leurs patients grâce à la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'ils ont le casque et ils y vont, quoi. Et on appelle ça en neuropsychologie, on appelle l'immersion progressive. C'est-à-dire que vous allez vivre la situation, sauf que à tout moment, vous pouvez enlever le casque, vous pouvez appuyer sur la pédale de frein si ça commence à... Et donc, pour les peurs de l'avion, en particulier, c'est très efficace. La peur des petites bestioles aussi, c'est très efficace. Donc, la réalité virtuelle peut aussi, de ce point de vue-là, être intéressante. Et alors, par rapport à l'exemple que vous citiez avec ce grand opérateur, oui, ça peut être... D'abord, c'est sympa. C'est du game. Oui, mais d'un certain côté, il n'y a plus de surprise. Après, quand on arrive sur le site, on a déjà tout vu. C'est un peu, je dirais, on peut être pas déçu, mais oui. L'effet waouh qu'on peut avoir en arrivant sur un site, on l'a plus parce qu'on l'a déjà vu dans le casque ou non? Alors, vous avez raison, ça peut être un risque. C'est-à-dire qu'il faut en donner, mais pas trop. Voilà. C'est comme dans la séduction. C'est un teaser, en fait. C'est un teaser, dire oh là là, ça a l'air super. Mais vous n'allez pas passer 3 heures de réalité virtuelle tous les jours avant de partir, parce que là, effectivement, vous risquez d'avoir un effet contre-coup. Bon, après, quand même, l'activation des sens
in situ fera que, quand même, normalement, l'expérience sera bonne. Oui, l'expérience sera supérieure, en tout cas au niveau émotionnel. Mais encore une fois, la RV est tout à fait intéressante. Et puis, elle est de toute façon, c'est l'avenir. Hein. Alors, il y a ce cas-là là, que vous citiez du Club Med, et puis il y a le fait aussi, et là, ça va aussi percuter avec la conscience environnementale, etc. Il y a la possibilité de vivre de chez soi l'expérience. Il y a, je pense à une société qui s'appelle Wild Immersion, par exemple, qui ont développé ces casques de réalité virtuelle pour aller voir les animaux dans les safaris, enfin voir les animaux en réel, pardon. C'est assez bluffant. Et derrière tout ça, en plus... Et on ne voyage plus. Alors, on voyage de chez soi, en fait. Alors, voilà, ça pose plein de questions. Mais il faut accepter la complexité. C'est-à-dire que moi, si vous me dites, si un client vient me voir du tourisme en disant, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais moi, je dis, surtout pas m'employer. Parce qu'il faut accepter cette part de complexité. Parce que, par exemple, dans cet exemple, alors effectivement, ça peut dissuader les gens finalement d'aller sur place, et puis finalement, on finira tous dans notre lit avec nos nos lunettes de réalité virtuelle à vivre par procuration. Donc ça, c'est le pire. Ça existe dans des films. Enfin, il y a des films de science-fiction qui reposent là-dessus, comme Absolument. Recall, où ils voyagent uniquement qu'avec avec des masques, en fait. Absolument. Il y a ce risque-là. Alors le risque est encore plus important de la réalité virtuelle, c'est dans la relation à l'autre, parce que là, on est en train de voir des trucs, notamment dans certains pays asiatiques, qui défient l'entendement. Donc ça, c'est un cas. Mais d'un autre côté, par exemple, je me souviens quand j'avais vu cette expérience de Wild Immersion, il y avait plein de petits-enfants qui étaient là et qui n'avaient pas forcément tous les moyens, où les parents n'avaient pas les moyens de les emmener en Afrique au milieu de... Donc, c'est une chance formidable. Après, il y a un avantage écologique, c'est qu'il n'y a plus de CO2 lié au transport. Alors aussi, mais là encore, vous voyez comme différentes dimensions se percutent, en fait. C'est-à-dire que moi, encore une fois, il va falloir qu'on recherche en permanence le meilleur équilibre. Voilà. On ne va pas s'arrêter de vivre, on ne va pas s'arrêter de voyager, on ne va pas s'arrêter de partager. Par contre, il va falloir peut-être le faire un petit peu moins de façon quantitative. Vous savez, il y a un an, j'ai revu ça avant de venir, j'avais donné une interview sur le sujet du tourisme, c'était avant le Covid en fait, hein, c'était de mémoire en janvier ou en février. Et j'avais dit que ma conviction, c'est que les gens allaient refuser de voyager idiots. Et ils avaient repris ça en titre parce qu'évidemment, ça faisait un bon titre. Et c'est ma conviction encore plus absolue aujourd'hui, c'est-à-dire donner du sens. Ouais, et puis moins de quantitatif, mais plus de qualitatif. Exactement. Okay. Et du sur-mesure. Alors, deuxième question. Alors, la sincérité de la démarche n'est pas toujours source de satisfaction pour les clients, au cœur des enjeux de nombreux secteurs. Une nouvelle expérience n'est pas automatiquement bien vécue, même si elle est volontaire. Y a-t-il une dimension pédagogique en amont d'un séjour ou d'un voyage ? Alors oui, c'est une question complexe parce qu'elle traduit toute la complexité de notre fonctionnement en fait, par rapport à la satisfaction, par rapport à comment je peux répondre de façon ramassée sur cette question aussi complexe. Évidemment qu'il y a une dimension pédagogique. Alors ça, moi j'en suis convaincu. Il y a surtout une dimension, et ça c'est un message pour mes amis écologistes. Il faudrait qu'on sorte du jugement de valeur. Parce que ça, le cerveau, il déteste le jugement de valeur. Vous savez, c'est l'effet, on appelle ça en biais cognitif, c'est l'effet boomerang. Si je veux absolument vous convaincre d'une chose, non seulement je ne vais pas vous convaincre de la chose, mais je vais renforcer vos croyances initiales. Donc si je vous dis que vous êtes finalement un mauvais citoyen, parce que vous ne faites pas ceci, cela, etc., donc je vous culpabilise, etc., mais vous allez dire, mais il est qui, lui ? Il est qui pour me parler comme ça? Est-ce qu'il connaît ma vie? Est-ce qu'il connaît mes difficultés, etc. Et donc là, vous renforcez, c'est l'effet exactement inverse, donc c'est ce biais cognitif, l'effet boomerang, vous renforcez en fait vos convictions personnelles. Donc arrêtons de juger la Terre entière, arrêtons de se défier les uns et les autres, ou d'être en défiance les uns et les autres, allons vers la connaissance, la compréhension, et encore une fois, l'action utile, petite. Dire, le cerveau, c'est la stratégie des petits pas. Hein. On ne va pas grimper l'Everest si on n'a jamais fait de... Donc, on fait des petites choses, mais on les fait. Et puis, quand on les a fait, on est content. Voilà, et on passe à l'étape suivante. Et on passe à l'étape suivante. Ok, question suivante. Alors, comment associer dans la pratique le plaisir hédoniste et le plaisir
eudémonique dans les activités touristiques? Oui, sacrée question et sacré défi. Moi, je crois qu'autour de tout ça, le point commun entre tout cela, c'est l'authenticité, la sincérité. La sincérité du moment qu'on va partager ensemble, donc là, hédonique. On partage, on est autour de la table et puis on rigole, on partage des mets sympathiques, des bons vins pour ceux qui aiment le vin, etc., etc. Donc là, voilà, on a un côté très, au bon sens du terme, un côté très jouisseur. Voilà, on jouit de la vie, on jouit des plaisirs de la vie. Et puis à côté de ça, ça ne nous empêchera pas, le lendemain, d'essayer ou d'aller vers une activité qui aura peut-être plus de sens. Qui sera moins du... J'ai parlé de ça tout à l'heure, c'est-à-dire que, vous savez, dans ces semaines, tout compris, là, il y avait toujours l'excursion, il y a toujours d'ailleurs l'excursion de 2 heures pour faire croire que... Voilà. Que vous connaissez, vous approchez la culture du pays, vous rencontrez la population locale. Voilà. Et puis vous revenez chez vous, vous dites, ah oui, quand même, leur mode de vie... Ok. Je crois que si on en est encore là, c'est un petit peu... il faut qu'on essaye de passer un cap. C'est-à-dire qu'il faut... Mais c'est très difficile, hein, parce que pour l'avoir connu sur le terrain, toutes les parties du monde, il y a aussi des conditions de sécurité qui évidemment influent. Vous ne pouvez pas emmener vos voyageurs n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Donc je ne dis pas que c'est simple, c'est très compliqué. Mais il faut essayer, autant faire se peut, de se rapprocher d'un mode d'échange qui est le plus respectueux possible avec les populations locales. Et il faut aussi essayer d'aller non pas simplement avec un mode consumérisme, mais un mode apprenant. Et donc là, partage. Oui, de partage, d'échange. Moi, je vais donner un exemple. Ceux qui m'ont probablement le plus apporté dans ma vie, c'est les enfants afghans. Les enfants des rues afghans qui étaient dans un état lamentable, certains, il manquait un bras, une jambe, machin. Enfin, c'était absolument... Ils avaient tous la banane. Ils étaient tous toujours super contents, alors que leur vie était bien compliquée. Mais ils étaient quand même, et ça m'a beaucoup questionné, j'avais le sentiment, et je ne pense pas que c'était simplement un sentiment, qu'ils étaient plus heureux que beaucoup d'enfants qui sont à côté. Et donc là, il faut aller vers la compréhension de l'autre, vers la compréhension de sa dimension, de sa façon de voir les choses, et arrêter d'arriver en terrain conquis. Et si je puis me permettre, alors je viens de dire qu'il ne faut pas juger, donc je suis en pleine contradiction. Pas avoir un regard critique. En fait. Mais si je puis me permettre un petit conseil aux voyageurs et aux voyageurs français que j'ai souvent rencontrés sur le terrain, c'est arrêter de tout comparer. Arrêtez d'être toujours « Ah oui, mais le pain, il est meilleur chez moi. » Si le pain il est meilleur chez vous, restez chez vous. Allez vers l'autre. Allez essayer de comprendre la dimension de l'autre. Et ça devient passionnant. Et là, vous créez des relations humaines qui font un effet « waouh » dans votre cerveau. Donc, vous vous rendez service aussi. C'est pas encore une fois, je ne suis pas en train de dire oui, il faut être dans l'altruisme compassionnel, pur et dur, etc. Non. Je dis simplement que si on change notre regard sur nos expériences de voyage, sur notre façon de voyager, on va grandir, on va apprendre, on va devenir meilleur. Et on va probablement aussi apaiser les tensions entre les uns et les autres, alors, à notre petite échelle, mais il vaut mieux le faire que de ne pas le faire. D'accord. 4e question. Alors, de quelle manière pourrions-nous créer des activités qui nous fassent produire l'ocytocine, plutôt liée aux échanges, tout en profitant de l'endroit et de sa découverte? Alors, donc, l'ocytocine, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'hormone de l'attachement, de l'amour. Vous savez, d'ailleurs, pour la petite histoire, vous avez des inhalateurs d'ocytocine. D'accord. Pour l'anecdote, dans les fêtes, alors c'est plutôt anglo-saxon, dans certaines fêtes, en fait, ils ont leurs petits inhalateurs d'ocytocine, ils se chargent en ocytocine. C'est un peu désinhibant. Donc les étudiants américains font pas mal ça. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut le faire. Hein. Oui. Je dis que mais en France, il y a une régulation sur ce type de produit. C'est plus compliqué Alors, l'ocytocine, elle est liée d'abord à la qualité de la relation à l'autre. C'est-à-dire là, on sort du regard social et machin qui nous pollue la vie. On va dans une vraie relation, ce que je disais tout à l'heure, d'âme à âme, vraiment une relation. Elle est aussi liée au tactile, c'est vrai.
C'est vrai que vous serrez votre enfant dans vos bras, là vous avez une décharge d'ocytocine, votre cerveau est inondé d'ocytocine. Alors c'est pas si simple, hein, surtout en ce moment. Mais en tout cas, voilà, il faut s'intéresser d'un peu plus près, en tout cas, à cette hormone de l'attachement qui peut être intéressant, et tout en profitant de l'endroit et de sa découverte. Alors là, oui, encore une fois, avec un petit bémol, donc pensez bien au séquentiel, pas tout en même temps, sinon vous affolez le cerveau. Surtout quand on est dans des spots merveilleux, il n'y a pas besoin de rajouter. Voilà, ça se suffit à soi-même. Et profiter de l'endroit et de sa découverte. Et donc, essayer de jouer sur la qualité attentionnelle. Donc, d'un côté, vous faites les choses les unes après les autres, et de l'autre, vous essayez de vraiment profiter de l'instant. Alors, ça pose un problème direct. C'est la gestion des flux. Comment voulez-vous profiter de l'instant s'il y a 40 000 personnes autour de vous? D'abord, ça abîme le site, et puis ça abîme votre expérience utilisateur. Bon, non, moi je m'en vais. Il y a 3 quarts à gauche, 3 quarts à droite. Donc là encore, il va falloir réfléchir ensemble, parce que quand je dis ensemble, c'est les acteurs du tourisme, c'est les pays, pour une gestion beaucoup plus raisonnée de ces sites. Et là, il y a une contradiction. Pour une gestion régulée aussi. Oui, mais oui, parce que là, la contradiction, elle est... évidemment que ces sites, leur survie économique dépend du nombre de clients, etc. Mais leur survie tout court dépend de la régulation. Donc il va falloir trouver des compromis, encore une fois, des équilibres. Et désolé parfois de toujours ramener cette dimension de co-construction et de travail permanent à trouver les meilleurs équilibres, mais ce ne sera que cela. L'avenir du tourisme ne sera que de la négociation pour trouver les meilleurs équilibres. Voilà, il faut éviter que le surtourisme qu'on a connu sur certains sites avant la crise ne recommence dans quelques années, en fait, quoi. Oui, et là, ça me donne aussi l'occasion attention à la tentation de tout ramener au Covid. Moi, je vois en ce moment, là, on parle que du Covid, etc. Il y a des mouvements qui étaient initiés bien avant le Covid, et le tourisme est le meilleur exemple. Donc, attention à cette tentation-là. Attention à la tentation du monde d'après, pour 2 raisons. Vous savez, quand vous dites « Oh non, mais ça y est, ce sera le monde d'après », là, vous allez générer des espérances folles qui risquent de se muer en frustration. Donc, risque très important. On le voit sur un autre point en politique, par exemple, quand vous attendez l'homme providentiel ou la femme providentielle et que 6 mois après, vous tombez de votre chaise, là, c'est le meilleur moyen de mettre le moral à zéro des gens. Donc, attention à ce monde d'après. Le monde, il va évoluer. Nous allons évoluer, c'est certain. Cet épisode d'1 an que nous avons vécu, il va nous transformer. Il va nous faire réfléchir, encore une fois, à ce que je disais. Il nous ramène à l'essentiel, il nous fait nous poser les bonnes questions. Mais il faut aussi être tout à fait conscient du fait que dès que la situation va s'éclaircir, nos cerveaux vont n'avoir de cesse que de revenir à ce qu'ils connaissaient. Donc c'est bien gentil de dire on va se transformer, le monde d'après, tout ça. Notre tentation neuronale, ça va être de revenir à nos routines. D'accord. Donc aujourd'hui, moi je vous donne un conseil. Vous savez, les entreprises aujourd'hui ont dû changer plein de choses depuis 1 an. Ils n'ont pas eu le choix. Donc, il y a le télétravail et d'autres formes de collaboration. Dès aujourd'hui, capitalisez sur ce qui a marché. Théorisez ce qui a marché. Dites-vous, allez, hop, ça rentre maintenant dans le quotidien, dans le courant, etc. Dans l'organisation de l'entreprise. Oui, parce que la tentation, et notamment la tentation des managers, vous savez, le cerveau, il déteste l'incertitude. Et il adore le contrôle. Nos cerveaux sont constitués, configurés pour contrôler. Quand on ne contrôle pas, on est en situation de soumission et on subit. Et donc là, les managers, depuis 1 an, ils ont dû s'adapter, leurs équipes sont à droite, à gauche, etc. Donc je peux vous dire que, et ce n'est pas être Madame Irma, et ce n'est pas encore une fois juger, c'est simplement que notre réalité cérébrale est celle-ci. C'est-à-dire que dès qu'on va retrouver des conditions normales, entre guillemets, eh bien la tentation, ça va être de reprendre le contrôle. Et notamment pour les managers qui vont dire, bon, allez, hop, lundi matin, la réunion de 9h. Tout le monde au bureau. Donc voilà, donc il faut avoir ça en tête pour dès à présent, aujourd'hui, utiliser le temps, là, aujourd'hui, pour se dire, alors, tiens, depuis 1 an, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Et ce qui a marché, on le théorise, on capitalise dessus et on le pérennise. Très important. D'accord. Alors,
Alors là, convaincu que le défi est dans le changement et à l'adaptation permanente, comment embarquer dans cette philosophie les esprits un peu moins convaincus et parfois même réticents au changement? Alors, excellente question. Alors d'abord, en leur disant que c'est normal. Voilà, ça va peut-être vous surprendre, mais nous avons une forme d'aversion naturelle au changement. Voilà. On n'est pas fait pour le changement. Alors après, il y a évidemment des différences interindividuelles. Mais pour les personnes, bien sûr. Basiquement, le cerveau humain n'est pas vraiment fait pour le changement et il change vraiment quand il est au bord de la falaise. Là, il n'a pas le choix, c'est ce qu'on a vécu depuis un an. Donc, la première chose à dire à vos troupes, c'est de dire, je comprends que ce soit difficile. Moi, je vois, par exemple, dans les entreprises où j'interviens, parfois des passages en force, de dire, bon, de toute façon, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils prennent la porte. Bon, alors là, inutile de vous dire que vous perdez tout le monde. Vous perdez ceux qui partent, mais vous perdez aussi ceux qui restent. Donc, il faut bien avoir en tête que le cerveau, par rapport au changement, voilà, c'est pas tout à fait naturel, mais c'est possible. Et là, il faut convaincre, il faut expliquer en quoi vous allez vous rendre service à vous mettre dans une dynamique de changement et d'apprentissage. Déjà, vous allez mieux. Déjà, vous allez avoir un niveau de bien-être, un niveau d'épanouissement, vous allez avoir une vie synaptique, c'est-à-dire la connexion neuronale qui va être à profusion. Vous allez vous protéger votre cerveau. Je reviens encore quand même à cette idée du troisième âge, quatrième âge. C'est important de protéger son cerveau. Donc, quand vous mettez comme ça vos troupes dans une dynamique d'apprentissage permanent, vous leur rendez un service exceptionnel. Donc, moi, je crois vraiment d'abord, je crois à l'exemplarité, je crois à la contagion émotionnelle, je crois à la force de l'énergie. Donc, arrêtons de passer en force, arrêtons de juger, arrêtons de critiquer et allons exclusivement vers de l'action positive, utile, ensemble, avec nos forces, nos faiblesses. Mais c'est comme ça qu'un cerveau se met en état de progrès. Okay. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je ne crois pas. Alors, moi, j'ai encore quelques questions sur des points que vous avez peut-être abordés tout à l'heure lors de la présentation. Alors, quelle peut être notre place et celle de notre cerveau dans un monde hyper connecté où l'intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante? Oui, alors ça, c'est un vrai questionnement qui génère d'ailleurs beaucoup de fantasmes autour de l'IA forte, etc. Est-ce qu'elle va se substituer un jour à l'humain aussi? Il y a aussi ces questions-là. Moi, je suis, évidemment, les neuroscientifiques spécialistes du cerveau que j'écoute attentivement, je crois qu'il faut arrêter de trop fantasmer par rapport à l'intelligence artificielle. Et peut-être que cette expérience Covid, elle va aussi remettre un certain nombre de choses à leur place. Rappelez-vous des discussions d'il y a 2 ans, 3 ans, etc. Transhumanisme, machin, l'immortalité, on parlait de l'homme immortel, etc. Bon, l'homme, il est tellement immortel qu'on est obligé de se confiner comme à l'époque de la grotte pour échapper à un virus. Donc ça nous renvoie à une certaine humilité qui, à mon avis, est une très bonne nouvelle. Ça met aussi de côté un peu tous les délires transhumanistes et autres. Donc tant mieux. Alors moi je crois fortement que l'intelligence artificielle peut venir en appoint, peut nous aider sur un certain nombre de choses. Je pense que l'intelligence artificielle, prenons un exemple concret, par exemple les maladies neurodégénératives, la puissance de calcul de l'IA va nous mettre sur des pistes de recherche qui seront probablement déterminantes. Donc là, bravo. Donc il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Dans ces cas-là, il faut l'espérer et il faut co-construire avec elle. La co-construction est un mot qui revient souvent dans mon propos, mais j'y crois fortement. Après, avant que l'intelligence artificielle se substitue à l'homme, vous savez, le cerveau humain, c'est 100 milliards de neurones. Chaque neurone, ou 80 à 100 milliards, chaque neurone peut se connecter 10 000 fois aux autres. Donc c'est une complexité absolument folle. Il y a des travaux de modélisation du cerveau en intelligence artificielle qui se font à Lausanne et ailleurs, aux États-Unis et ailleurs. Alors ils progressent, et c'est très bien de modéliser le fonctionnement du cerveau, mais enfin, on a encore une sacrée avance, et on a en particulier une avance sur 3 points très importants. L'intelligence des émotions, l'intelligence des relations et l'intelligence des situations.
Ça, l'intelligence artificielle, elle est à côté de la plaque. D'accord. Elle peut faire du traitement de données, elle peut faire plein de choses, mais dans la relation à l'autre, dans les émotions. Quand vous voyez une intelligence artificielle, la Sophia ou je ne sais quoi, là, qui pleure, etc., je veux dire, elle n'a pas d'émotion, hein, c'est fake. Faut revenir un petit peu les pieds sur terre. Donc, nous avons des atouts absolument extraordinaires, nous, cerveau humain. Utilisons l'intelligence artificielle pour nous décharger d'un certain nombre de fonctions sur lesquelles elle est plus forte, traitement de la donnée et autres. Mais encore une fois, investissons justement, puisque nous sommes déchargés de choses qui étaient un peu répétitives et pas forcément les plus intéressantes, investissons sur ces 3 champs, les relations, les émotions et les situations, c'est-à-dire notre capacité à nous adapter. Parce que là, l'intelligence artificielle, elle nous arrive pas à la cheville. Alors, nous avons une autre question qui vient de nous arriver, qui est sur une thématique particulière du tourisme. Que serait un bon dispositif éco-pédagogique à appliquer dans le cadre de l'onotourisme ? Là, c'est pointu. Oui, c'est pointu. Alors, comme ça, quel serait le bon dispositif éco-pédagogique ? Alors, moi qui ai une pensée en arborescence, j'aurais tout de suite tendance à dire qu'il faut donner du sens à l'expérientiel onotourisme. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement la petite gorgée de vin qu'on va boire avec délice, mais c'est tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire de trouver le toucher, l'explication, l'histoire. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, dans notre monde qui se replie, on voit bien que l'histoire, par exemple, elle a la cote, l'histoire en ce moment. Il y a plein d'émissions à la télé sur l'histoire, etc., sur le patrimoine, etc. Et moi, je suis un passionné d'histoire. Je suis un passionné de mon pays, de mon terroir et de ma région en particulier, à laquelle je suis absolument plus qu'attaché. Mais justement, quand j'étais à l'étranger, quand j'étais en Afghanistan, quand j'étais en Somalie, quand j'étais dans tous ces territoires les plus difficiles que la Terre connaît aujourd'hui, c'est justement parce que j'étais à l'aise sur mon histoire que je pouvais aller vers l'autre, que je pouvais échanger et partager avec l'autre et respecter l'autre. Et moi, ce qui me fait un peu peur aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à tous se défier, être en opposition et se recroqueviller sur notre passé, sur notre histoire, plus ou moins fantasmée d'ailleurs au passage. Non, on peut tout à fait être dans cette dynamique d'onotourisme, de région, de patrimoine, de terroir, etc. et être ouvert sur l'autre, sur l'étranger, sur la façon, par exemple, de cultiver. Enfin, il y a 1000 choses à faire. Donc, les racines ne doivent pas, en tout cas, nous empêcher d'aller vers l'autre. Nos racines renforcent, en fait, notre échange avec les autres. Et moi, je me souviens, quand j'étais dans tous ces pays, on adorait les uns et les autres discuter de nos traditions, de nos terroirs, de nos façons de manger, de boire, etc. Donc là, il y a une vraie chose à faire en dimension globale et pas simplement s'arrêter au verre de vin qui est posé sur la table. D'accord. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps pour une dernière question. On a parlé de la technologie tout à l'heure et justement des portables où on est tout le temps dérangé toute la journée. Que pensez-vous des réseaux sociaux où l'on partage ses photos de vacances, ses expériences, ses émotions ? Est-ce que c'est un peu fake ? Oui, alors on en a effectivement parlé tout à l'heure. Alors moi, attention, voilà. Faites très attention parce qu'on est encore une fois dans une dimension assez narcissique. On est très tributaire du regard de l'autre. Ce que je mentionnais tout à l'heure en neuropsychologie, on appelle ça les tensions comparatives. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se comparer. Tiens, t'as vu, il a posé, tiens, ils sont allés là-bas, tiens, ils sont, c'est quoi ça, vous voyez le truc. Et c'est vrai pour nous, c'est vrai pour nos enfants en particulier. Donc, c'est important de sortir, en fait, de cet asservissement. Parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est un asservissement. Nous sommes asservis au regard de l'autre. Donc il faut sortir de cet asservissement. Je citais cet exemple de touristes qui, quand ils prennent les photos sur place, en fait, ils sont dans un état de bien-être. On a étudié leur cerveau, en fait. Ils sont bien, ils focalisent leur attention sur les plus beaux endroits, les plus beaux plans, etc. Et puis dès qu'ils commencent à balancer sur les réseaux sociaux,
patatras, parce qu'ils n'ont pas assez de likes, parce qu'ils ont peut-être des petits commentaires qui ne sont pas tout à fait sympathiques ou un petit peu jalousants. Encore une fois, je reviens à cette notion fondamentale de sincérité et d'authenticité. Arrêtons de jouer des rôles. C'est l'occasion inespérée aujourd'hui avec le Covid. C'est-à-dire qu'on peut enfin sortir de cette tyrannie du regard social, du tyrannie de regard de l'autre, qui nous empoisonne la vie, qui nous pollue et qui nous rend malheureux. D'accord, à la limite, si ça nous rendait heureux. Mais non, on sait, il y a plein d'études qui sont faites là-dessus, que les réseaux sociaux, la comparaison incessante, le narcissisme incessant, on crée d'abord un personnage qui n'est pas nous, donc qui est totalement fictionnel, et puis après, il y a tous les phénomènes de comparaison. Donc sortons de tout cela. Coupons un peu les réseaux sociaux, ça ne nous fera pas de mal. Un peu de déconnexion, ça fait du bien. Ah oui. Il faut profiter de l'instant présent, des vacances. Oui, il faut se déconnecter. Et encore une fois, moi, je suis pas jusqu'au boutiste. Moi, je dis pas, allez, vivons à la bougie. Bien sûr. Mais il faut, en fait, c'est encore une fois, c'est trouver le meilleur équilibre. Quand vous êtes 5 heures, 6 heures, voire plus sur les réseaux sociaux par jour, ce qui est le cas de beaucoup de nos enfants, il y a des altérations cérébrales. Tout à fait net. Donc, il faut sortir de cet asservissement. Et pour sortir de cet asservissement, il ne faut pas, encore une fois, culpabiliser ou juger. Il faut proposer d'autres choses. La nature, le sport, les rencontres, la drague pour nos enfants. J'espère qu'ils vont bientôt pouvoir de nouveau aller ensemble en boîte, etc. Donc, le meilleur moyen comme ça de détourner l'attention, parce que les réseaux sociaux et les écrans sont terriblement addictifs. Donc, le meilleur moyen, c'est de proposer autre chose. Investir dans des actions solidaires, des choses comme ça. Oui, alors, ça, c'est pas simple. Je sais que c'est pas simple parce que souvent, mais il y a un truc qui est formidable. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, justement, qui ont profité du temps qu'ils avaient là, pour donner du temps pour des associations. Oui. Ouais. Et là, c'est ce que je mentionnais ça tout à l'heure, en fait, par rapport à la dimension altruiste pour le cerveau. Le cerveau se nourrit littéralement de cela. Donc, si j'étais presque un peu provocateur, je dirais, si vous voulez vous aider, allez aider les autres. Parce que c'est le meilleur moyen de vous aider. Quand vous êtes utile, quand vous aidez l'autre, il y a tout un ensemble de mécanismes neurobiologiques qui agissent dans votre cerveau en matière de reconnaissance en particulier, d'estime de soi, positif, de plaisir, etc. Il n'y a rien qui nourrit le cerveau autant que l'altruisme. Donc là, allez-y sans modération. Et voilà, écoutez, ça sera le mot de la fin et je vous remercie en tout cas pour votre présentation. À très bientôt. Merci. Merci à vous.